le vent froid de novembre fouettait les rues de Paris comme une lame invisible, et Benjamin sentit son cœur se serrer avant même que la porte de l'appartement s'ouvre. « Mon fils, entre, entre » lança une voix mielleuse depuis l'intérieur, mais il savait déjà que ces mots étaient un mensonge poli, un voile jeté sur le chaos qui couvait. Et puis, il y eut ce silence assourdissant, celui de la lettre froissée dans la corbeille, effacée comme un secret trop lourd à porter. Paris, cette ville des amants éternels, s'était muée pour Benjamin en un labyrinthe de doutes et de murmures inavoués. À 22 ans, il arpentait les quais de la Seine avec l'aisance d'un fantôme, son écharpe usée flottant comme un drapeau de reddition. Fils unique d'un père veuf, il avait grandi dans l'ombre bienveillante de l'atelier des livres, une petite librairie nichée dans le Marais, où les pages jaunies de Proust et de Gide exhalaient encore l'odeur de l'interdit. Mais depuis la mort de sa mère, 5 ans plus tôt, un vide s'était installé, un vide que son père, Henri, avait tenté de combler avec des livres et des silences complices. Henri, avec ses lunettes cerclées d'écailles et son accent provençal qui s'attardait sur les voyelles, était le pilier de Benjamin, un homme bourru, mais tendre, qui lui avait appris à naviguer les tourbillons de l'âme humaine à travers les romans. Pourtant, ce soir-là, tout bascula. Benjamin rentrait d'une soirée arrosée au café de Flore, où il avait croisé Éric pour la première fois. Éric, ce garçon aux yeux verts comme les feuilles printanières du Luxembourg, qui riait d'un rire franc et qui, en une danse maladroite sous les lumières tamisées, avait effleuré sa main d'une façon qui n'était pas innocente. « Tu danses comme si le monde allait s'effondrer demain », avait murmuré Éric, son souffle chaud contre l'oreille de Benjamin. Et pour la première fois, Benjamin s'était senti vu, non pas comme le fils orphelin, mais comme un homme désirant, vibrant d'une passion qu'il n'osait nommer. De retour à l'appartement familial, rue des Francs-Bourgeois, Benjamin trouva son père assis à la table de la cuisine, une enveloppe froissée à la main. Non, ce n'était pas une enveloppe, c'était sa lettre. Celle qu'il avait écrite 3 jours plus tôt, les mots tremblants sur le papier, « Papa, je t'aime, et je suis gai. J'ai rencontré quelqu'un, et je ne veux plus me cacher. » Il l'avait glissée sous la porte ce matin-là, avant de s'enfuir au travail, le cœur battant la chamade. Et maintenant, Henri la tenait, les yeux rougis, mais un sourire timide aux lèvres. « Mon fils, » dit-il simplement, se levant pour l'enlacer. « Je suis fier de toi. Toujours. » Ils parlèrent tard dans la nuit, les verres de vin rouge se succédant comme des confidences. Henri raconta ses propres doutes de jeunesse, ses amours fugaces à Marseille qu'il n'avait jamais osé avouer. « La vie est trop courte pour les masques, Benjamin. Va, embrasse-la ou lui, peu importe. » Benjamin rit, les larmes aux yeux, et pour un instant, le monde sembla se réaligner. Éric occupait toutes ses pensées, son sourire espiègle, la façon dont ses doigts s'attardaient sur les siens lors de leur au revoir hâtif. Ils s'étaient échangés des numéros, un baiser volé dans l'ombre d'un porche, et Benjamin sentait déjà les racines d'un amour se planter en lui. Le lendemain, tout changea. Henri annonça, avec une joie presque enfantine, qu'il avait rencontré quelqu'un. « Elle s'appelle Claire, » dit-il, les joues rosies. « Une professeure de littérature, veuve elle aussi. On s'est croisés à la librairie. » Benjamin l'embrassa sur les 2 joues, sincèrement heureux. Son père méritait cela, une seconde chance, une chaleur après tant d'années de solitude. Claire arriva le soir même, une femme élégante d'une 40aine d'années, aux cheveux châtains cascadant en boucles souples, vêtue d'une robe fleurie qui évoquait les jardins de Provence. « Bonsoir, Benjamin, » dit-elle d'une voix douce, l'enlaçant comme si elle le connaissait depuis toujours. « Ton père m'a tant parlé de toi. Appelle-moi maman, si tu veux. Ou Claire, comme tu préfères. Mais sache que tu es déjà mon fils, à mes yeux. » Les mots étaient chaleureux, enveloppants, et Benjamin se surprit à sourire. Ils dînèrent ensemble, coq au vin, rire partagé, anecdotes sur les classiques français. Claire citait Balzac avec une passion qui faisait briller ses yeux noisettes, et Henri la regardait comme un homme Renaissance. Benjamin se sentit inclus, aimé, pour la première fois depuis la perte de sa mère. « Tu es si fort, Benjamin, » murmura Claire en lui servant une seconde portion. « Un jeune homme comme toi, avec un cœur si grand tu mérites tout le bonheur du monde. » Il rougit, pensant à Éric, et se promit d'appeler ce garçon dès le lendemain. Les jours suivants filèrent comme un rêve. Claire s'installa progressivement, ses livres envahirent les étagères, ses parfums embaumèrent l'air. Elle cuisinait des tartes aux pommes, organisait des promenades le long de la Seine, appelant toujours Benjamin, mon fils, avec une tendresse qui désarmait. Il lui confia même des bribes de son passé, omettant pour l'instant les détails les plus intimes. Et Éric devint le soleil de ses journées.
Ils se rencontraient au jardin des Tuileries, marchaient main dans la main sous les marronniers, échangeant des baisers furtifs qui goûtaient le café et la liberté. Éric, étudiant en art à la Sorbonne, peignait des toiles abstraites inspirées par leurs escapades, des éclats de bleu pour les yeux de Benjamin, des traits rouges pour la passion naissante. Un soir, après une représentation théâtrale au théâtre du Châtelet et une pièce sur l'amour interdit dans la France du XIXe siècle, Benjamin rentra tard. L'appartement était plongé dans le silence, mais une lumière filtrait sous la porte du bureau d'Henri. Il frappa doucement, et Claire apparut, les traits tirés, une tasse de thé à la main. « Entre, mon fils, dit-elle, l'invitant à s'asseoir. Henri dormait déjà, épuisé par une journée à la librairie. Ils parlèrent de la pièce, de l'amour qui défie les conventions, et Benjamin, enhardi par le vin du souper, laissa échapper « J'ai quelqu'un, Claire. Un homme. Et papa le sait. Il m'a soutenu. » Le visage de Claire se figea une fraction de seconde, imperceptible pour quiconque, mais Benjamin le vit, un voile d'ombre traversa ses yeux. « C'est merveilleux, répondit-elle, posant une main sur la sienne. L'amour est l'amour, n'est-ce pas? Ton père et moi, on en a discuté. Il est si ouvert d'esprit. Elle sourit, mais ses doigts se crispèrent légèrement. Benjamin, ivre de confiance, ajouta « J'ai écrit une lettre à papa, pour officialiser. » C'était libérateur. Claire hocha la tête, son sourire intact. Je suis sûr qu'il chérit chaque mot. Bonne nuit, mon fils. Dors bien. Il ne vit pas la lettre ce soir-là. Ni le lendemain. Les jours passèrent, et l'euphorie de sa nouvelle vie entre les bras d'Éric et la chaleur factice du foyer recomposé occulta le détail. Claire devint indispensable, elle l'aidait à choisir des cadeaux pour Éric, l'encourageait dans ses études de journalisme, l'appelait « mon fils » avec une insistance qui flattait son âme blessée. Un week-end, ils partirent tous les trois à Versailles, sous un ciel d'azur implacable. Là, au milieu des fontaines chantantes, Claire glissa à Benjamin « Tu es la famille que je n'ai jamais eue. Merci de m'accepter. » Il l'embrassa sur la joue, ignorant le nœud qui se formait au creux de son estomac. Mais le doute s'insinua comme une fissure dans un vase de porcelaine. Une nuit, après une dispute futile avec Éric, ses querelles d'amoureux naissants, sur la jalousie et les peurs enfouies, Benjamin fouilla l'appartement à la recherche de la lettre. Il voulait la relire, se rappeler cette vulnérabilité partagée. Le bureau d'Henri était en ordre, les tiroirs impeccables. Puis, sous une pile de factures, dans la corbeille à papier près de l'ordinateur de Claire, il la trouva, froissée, déchirée en deux, les mots « Je suis gay » à peine lisibles sous les traces d'encre effacées. Son sang se glaça. Qui avait fait cela? Pas son père. Jamais. Le lendemain matin, Claire chantonnait en préparant le petit déjeuner, appelant d'une voix joyeuse « Mon fils, ton café est prêt. » Benjamin la fixa, la lettre brûlante dans sa poche, et pour la première fois, il vit au-delà du masque une femme terrifiée par l'inconnu, protégeant son nouveau bonheur à tout prix. La trahison n'était pas un cri, c'était un silence, un effacement discret. Et tandis qu'Éric l'attendait dehors pour une promenade, Benjamin comprit que l'amour, vrai ou faux, exigeait des comptes. Les jours suivants furent un tourbillon de faux-semblants et de cœurs en lambeaux. Benjamin porta la lettre déchirée comme un talisman maudit, la relisant dans les recoins sombres du métro, où les tunnels humides de Paris renvoyaient l'écho de ses doutes. Éric, avec sa patience infinie, remarqua le changement, les sourires forcés, les silences pesants lors de leur rendez-vous au bord de la Marne. « Qu'est-ce qui te ronge, Ben » demanda-t-il un après-midi, alors qu'ils étaient allongés sur une couverture usée, au milieu d'un pique-nique improvisé. Les cygnes glissaient sur l'eau paresseuse, indifférents aux tourments humains. Benjamin hésita, les mots coincés en gorge comme des épines. Comment expliquer cette trahison domestique, ce poison lent qui s'infiltrait dans son foyer naissant? Finalement, il craqua. Assis en tailleur, les genoux touchant ceux d'Éric, il sortit la lettre froissée de sa veste. « Regarde ça » murmura-t-il, la voix brisée. Éric déplia le papier avec délicatesse, ses yeux verts s'écarquillant à mesure qu'il lisait. « C'est ta coming out letter ? Et elle est déchirée. » Benjamin hocha la tête, les larmes coulant librement maintenant. Il raconta tout, l'arrivée de Claire, ses mots doux, l'illusion d'une famille recomposée. « Elle m'appelle et mon fils, Éric. Comme si elle m'aimait vraiment. Et pourtant, elle a effacé ça. Pour protéger quoi? L'image parfaite? » Éric l'attira contre lui, ses bras forts comme un rempart contre la tempête.
c'est de la peur, Ben. Pas de la haine. Mais ça fait mal quand même. Ils restèrent ainsi des heures, le soleil couchant peignant le ciel en teinte de sang et d'or. Eric parla de son propre coming out, 2 ans plus tôt, face à des parents catholiques rigides du sud de la France. Ils m'ont renié d'abord, confia-t-il, sa voix un murmure rauque. Mais l'amour les a rattrapés. Le vrai amour, pas les conventions. Benjamin l'embrassa alors, un baiser profond, chargé de gratitude et de désir, leur corps se moulant l'un à l'autre sous le regard indifférent des passants. Pour la première fois, il se sentit ancré, aimé sans condition. Eric devint son confident, son amant, son phare dans la brume parisienne. De retour à l'appartement, la tension monta d'un cran. Claire, avec son intuition aiguisée de professeur, perçut le froid dans les yeux de Benjamin. Lors du dîner, alors qu'Henri vantait les mérites d'une nouvelle édition de Les Fleurs du Mal, elle posa une main sur le bras de Benjamin. « Tout va bien, mon fils ? Tu sembles distant. » Il retira sa main doucement, mais fermement. « J'ai retrouvé quelque chose, Claire. Ma lettre à papa. » Le silence tomba comme une guillotine. Henri fronça les sourcils, confus. « Quelle lettre ?» Benjamin sortit le papier déchiré, le posant sur la table comme une accusation muette. Claire pâlit, ses lèvres tremblant légèrement. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Les mots sortirent en cascade, Benjamin les crachant comme un venin accumulé. « Tu l'as supprimé. Effacé. Parce que mon homosexualité te dérange ? Que ça salit ton petit conte de fées. » Henri, abasourdi, attrapa la lettre, ses mains tremblantes reconstituant le puzzle. « Claire ? C'est vrai ?» Elle fondit en larmes, son masque de mère idéale se fissurant. « Henri, je voulais te protéger. Lui, notre famille naissante. J'ai grandi dans une maison où on ne parlait pas de ces choses. Mon frère il s'est suicidé, à cause de ça. Je ne voulais pas que notre bonheur soit entaché. Benjamin est mon fils, je l'aime. Mais j'ai eu peur. » La révélation frappa Benjamin comme un coup de poing. Peur. Toujours la peur. Henri, le visage déformé par la douleur, se leva, la chaise raclant le sol. « Comment as-tu pu ? C'est son histoire, pas la tienne à réécrire. » Claire sanglota, s'effondrant à genoux. « Pardonne-moi, mon fils. Je t'en supplie. » Benjamin recula, le cœur en miettes. Il quitta l'appartement en trombe, les rues nocturnes de Paris l'engloutissant comme un océan compatissant. Il marcha des heures, jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour scintillaient sous les réverbères. Là, il appela Eric, sa voix un hoquet, « Viens me chercher. J'ai besoin de toi. » Eric arriva en taxi, le trouvant assis sur le parapet, les jambes pendant au-dessus de l'eau noire. Sans un mot, il s'installa à ses côtés, leurs épaules se touchant. « Raconte-moi tout, dit-il doucement. » Et Benjamin parla, la trahison, les larmes de Claire, le regard brisé de son père. Eric écouta, puis, « Tu n'es pas seul, Ben. Jamais. On affrontera ça ensemble. » Ils firent l'amour cette nuit-là, dans l'appartement exigu d'Eric près de la Bastille, des caresses urgentes, des murmures fiévreux, des corps entrelacés comme pour défier le monde. Au petit matin, enlacé dans les draps froissés, Benjamin murmura « Je t'aime. » Eric sourit, l'embrassant sur le front. « Moi aussi. Pour de vrai. » Mais le foyer n'était plus un havre. Les jours suivants, Henri et Claire se disputèrent âprement, leur voix filtrant à travers les murs minces. Benjamin, hébergé temporairement chez Eric, oscillait entre rage et pitié. Il revoyait Claire, cette femme qu'il avait appelée « mon fils » avec tant de ferveur, et se demandait si l'amour pouvait racheter la trahison. Un soir, elle l'appela, sa voix brisée au téléphone, « Laisse-moi te voir. S'il te plaît. » Contre l'avis d'Eric, il accepta. Ils se retrouvèrent au jardin du Luxembourg, sous les statues impassibles de reines oubliées. Claire arriva les yeux gonflés, un bouquet de violettes à la main, les fleurs préférées de sa mère, avait-elle appris. « Je suis désolée, Benjamin. » Profondément. Elle tendit les fleurs, mais il ne bougea pas. « Pourquoi, Claire ? Pourquoi m'appeler ton fils si tu ne pouvais pas accepter qui je suis ?» Elle s'assit sur un banc, les épaules voûtées. « Parce que je t'aime vraiment. Dès le premier regard. Tu me rappelles mon frère, si sensible, si vif.
J'ai voulu te protéger de la douleur que j'ai vue chez lui. Mais j'ai eu tort. L'effacer, c'était nier ton courage. Les larmes coulaient, et pour la première fois, Benjamin vit la femme derrière le rôle, une âme blessée, cherchant la rédemption dans une famille qu'elle avait presque brisée. Il ne pardonna pas ce jour-là. Pas encore. Mais une graine de compréhension germa. De retour chez Éric, il raconta la rencontre, et ils en parlèrent jusqu'à l'aube, sur la famille choisie versus celle du sang, sur le pardon comme un acte de force. Leur amour s'approfondit, devenant un refuge contre les tempêtes. Éric organisa une exposition de ses toiles à la galerie d'un ami, et Benjamin y vit une de lui, un portrait abstrait, des courbes bleues et vertes entremêlées, intitulé Âme libre. « C'est nous, dit Éric, l'embrassant devant la foule. Le monde sembla s'arrêter, et Benjamin se sentit enfin entier. Pourtant, le conflit couvait toujours. Henri appela, la voix lourde, reviens, fiston. On doit parler. Claire et moi on essaie. Benjamin hésita, mais l'amour filial l'emporta. Il rentra, trouvant l'appartement transformé, des livres sur l'homosexualité en France, des brochures d'associations LGBT, posées sur la table comme des offrandes. Claire était là, pâle mais résolue. J'ai vu un thérapeute, dit-elle. Pour affronter mes peurs. Et je veux apprendre. Être la mère que tu mérites. Henri hocha la tête, serrant la main de son fils. On reconstruit, ensemble. Mais la confiance est un édifice fragile, et les fissures persistaient. Benjamin accepta une trêve, mais son cœur battait désormais pour Éric, pour cet amour pur qui ne demandait rien d'autre que la vérité. Les semaines passèrent en un équilibre précaire, dîners familiaux tendus, nuits passionnées avec Éric, et des promenades solitaires où Benjamin écrivait de nouvelles lettres non plus de coming out, mais d'affirmation. « Je suis gai, et fier », griffonnait-il dans son journal, sous les étoiles indifférentes de Paris. Puis vint le coup de grâce inattendu. Une lettre anonyme glissa sous la porte, des photos floues d'Éric, enlacées avec un autre homme lors d'une fête étudiante. « Il te trompe », disait la note, d'une écriture féminine élégante. Benjamin sentit le sol se dérober. Était-ce Claire? Ou pire, son imagination paranoïaque? Le doute s'installa, vénéneux, menaçant de tout engloutir. La lettre anonyme devint une ombre planant sur chaque instant, un fantôme ricanant dans les recoins de l'esprit de Benjamin. Il la relut des dizaines de fois, assis sur le lit d'Éric, les photos granuleuses entre les doigts tremblants. L'image était claire, Éric, torse nu sous les lumières stroboscopiques d'une soirée à la Sorbonne, les lèvres pressées contre celles d'un garçon aux cheveux blonds, les bras enlacés dans une étreinte qui semblait trop intime pour être anodine. La date sur la photo? 2 semaines plus tôt, un soir où Éric avait prétendu réviser pour un examen. C'est rien, juste une fête, avait-il dit alors, rentrant tard avec l'haleine chargée de bière et d'excuses. Benjamin avait cru, ou voulu croire. Maintenant, le doute rongeait tout. Il confronta Éric ce soir-là, dans la cuisine exiguë où l'odeur de basilic séché se mêlait à la tension palpable. « Explique-moi ça », lança-t-il, jetant les photos sur la table comme des cartes d'un jeu truqué. Éric pâlit, ses yeux verts s'écarquillant d'horreur. « Ben, d'où ça vient ?» Il s'approcha, main tendue, mais Benjamin recula. « Peu importe. C'est toi, là, avec lui. »« Qui est-ce » Éric s'assit, la tête entre les mains, et avoua dans un souffle, « C'était avant nous. » Une erreur, un baiser alcoolisé lors d'une soirée. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas te blesser. C'était fini avant qu'on se rencontre vraiment. Je te jure, Ben. Tu es le seul. Les mots sonnaient vrais, mais la blessure était vive. Benjamin hurla, les larmes coulant, avant nous? Et tu gardes le silence? Comme Claire avec ma lettre. Tout le monde cache, ment, efface. Éric pleura à son tour, s'agenouillant pour supplier, je t'aime. Plus que tout. Laisse-moi réparer. Ils passèrent la nuit à se hurler dessus, puis à s'enlacer dans un silence épuisé, leur corps cherchant le pardon dans la chair. Au matin, Benjamin partit, errant dans les halles bondées, où les marchés bruissaient de vies anonymes. Il appela son père, la voix brisée, « Papa, j'ai besoin de maison. » Henri l'accueillit sans question, l'installant dans sa chambre d'enfant, avec ses posters jaunis de Gainsbourg et ses étagères de BD. Claire, en retrait, prépara un thé à la menthe, ses gestes maladroits trahissant sa culpabilité. « Mon fils » murmura-t-elle, posant la tasse. Benjamin la fixa,
et pour la première fois, il vit non la traîtresse, mais la femme fragile. « C'était toi, la lettre ?» Les photos d'Éric, demanda-t-il d'une voix neutre. Elle sursauta, puis secoua la tête vigoureusement. Non. Jamais. J'ai appris pour lui, par hasard, en fouillant ton téléphone. Je sais, c'était mal. Mais je n'ai rien envoyé. Je voulais te protéger, encore. Te dire la vérité. La révélation le frappa. Claire, dans sa peur maladroite, avait fouillé, jugé, mais pas trahi de cette façon. Qui, alors? Un rival jaloux d'Éric? Un ami bien intentionné? Ou pire, son propre doute amplifié? Henri intervint, posant une main ferme sur l'épaule de Benjamin. Assez de secrets. On va clarifier ça. Ensemble. Ils appelèrent Éric, qui arriva à gare, les yeux rougis. La confrontation fut un ouragan, accusations, aveux, pleurs. Éric jura sur sa vie, et Claire, dans un geste inattendu, avoua ses propres recherches en ligne sur les relations ouvertes, ses doutes sur l'amour moderne. J'ai voulu t'aider, mais j'ai tout empiré. Pardonne-moi, Benjamin. Le pardon ne vint pas d'un claquement de doigts. Benjamin quitta l'appartement pour un café isolé près de Notre-Dame, où les gargouilles semblaient le juger de leurs yeux de pierre. Là, seul avec un expresso amer, il écrivit une nouvelle lettre à lui-même cette fois. Tu es digne d'amour vrai. Ne laisse pas la peur te définir. Les mots coulèrent, libérateurs, et il se rappela les leçons de Gide, l'immoraliste qui embrassait ses contradictions sans les effacer. Il appela Éric, rencontrons-nous. Sans mensonge. Ils se virent au Pont-Neuf, sous un ciel plombé de novembre. Éric arriva avec un bouquet de rosée, symbole d'un amour naissant et imparfait. Je n'ai rien à cacher, Ben. Ce baiser était une erreur de jeunesse. Toi, tu es mon présent, mon futur. Benjamin le crut, ou choisit de croire, et ils marchèrent le long du fleuve, main dans la main, parlant des peurs enfouies, l'infidélité fantôme d'Éric, la trahison réelle de Claire. On grandit ensemble, dit Benjamin, serrant sa main. Pas à pas. De retour au foyer, la dynamique changea. Henri organisa une thérapie familiale, imposant à Claire de participer à des ateliers LGBT au centre LGBT de Paris. Elle y alla, revenue changée, les yeux ouverts sur des histoires comme la sienne, des frères perdus, des amours sauvés. Un soir, elle tendit à Benjamin une nouvelle lettre, rédigée de sa main. Cher fils, j'accepte ton amour tel qu'il est. Et le mien pour toi est inconditionnel. Les mots étaient maladroits, mais sincères, et Benjamin, pour la première fois, l'enlaça. Merci, maman Claire. Mais le vrai test vint avec l'exposition d'Éric. La galerie, un loft rénové dans le sentier, bourdonnait d'artistes et de critiques. Benjamin arriva en retard, le cœur serré, craignant de voir d'autres ombres. Au centre, la toile maîtresse, âme libre, avec en sous-titre dédié, à Ben, mon encre. Éric le présenta à la foule, la voix tremblante, cet amour m'a sauvé. Il m'a appris la vérité. Les applaudissements fusèrent, et Benjamin, ému, l'embrassa publiquement, un geste audacieux pour Paris, ville des amours cachés. La nuit fut une célébration, danse folle, toast au vin pétillant, et plus tard, dans les bras d'Éric, un abandon total. Pourtant, la lettre anonyme n'était pas résolue. Des jours plus tard, un indice surgit, l'écriture correspondait à celle d'un collègue d'Éric, un garçon jaloux refoulé. Éric le confronta, et l'aveu vint, une vengeance mesquine, née d'un amour non réciproque. Le poison dissipé, Benjamin se sentit plus fort. Claire, apprenant la vérité, offrit ses excuses à Éric, bienvenue dans la famille, mon garçon. Les mots sonnaient justes, enfin. L'hiver s'installa, enveloppant Paris d'un manteau de givre. Benjamin et Éric passèrent Noël à la librairie, décorée de guirlandes et de livres anciens. Henri lut des extraits de Le Petit Prince, Claire servit du vin chaud, et pour un instant, la famille fut entière. Mais sous la surface, les cicatrices persistaient, des nuits où Benjamin se réveillait en sueur, hanté par l'effacement. Éric le berçait alors, murmurant des promesses. Leur amour, forgé dans le feu, brûlait plus vif. Puis, le chaos trao éclata comme un orage d'été. Claire, dans un élan de surcompensation, invita les parents d'Éric à dîner sans consulter quiconque. Ces conservateurs du Sud, aux manières raides, arrivèrent avec des jugements voilés. Un artiste, ricana le père d'Éric. Égué, en plus. Dur métier.
la tension monta, et Benjamin, défendant son amour, explosa « L'amour n'est pas un métier, c'est une révolution ». Claire tenta de calmer, mais ses mots maladroits ravivèrent la blessure « Nous acceptons tous ici ». Le père d'Éric partit en claquant la porte, et Éric, blessé, s'enfuit dans la nuit. Benjamin le chercha des heures, le trouvant sur le toit de son immeuble, face à la tour Eiffel scintillante. « Ils ne changeront jamais », sanglota Éric. Benjamin l'enlaça, « Mais nous, si. On choisit notre famille. » Ils firent l'amour là, sous les étoiles indifférentes, un acte de rébellion pure. Le lendemain, Éric coupa les ponts avec ses parents, choisissant Benjamin en choisissant l'amour. La trahison de Claire, loin d'être guérie, devint le catalyseur d'une croissance. Elle s'engagea pleinement, écrivant un essai sur l'acceptation pour une revue littéraire, dédiée à Benjamin. « Mon fils m'a appris le courage », y confiait-elle. Et lentement, le pardon s'installa, non comme une amnésie, mais comme une cicatrice honorée. Le printemps revint à Paris comme une amante capricieuse, saupoudrant les boulevards de pétales roses et de promesses fugaces. Benjamin et Éric, après l'orage familial, émergèrent plus unis, leurs pas synchronisés dans les ruelles pavées du Marais. Ils emménagèrent ensemble dans un petit appartement au-dessus d'une boulangerie, où l'odeur de croissants frais infiltrait les rêves. Les nuits étaient un sanctuaire, corps entrelacés, rires étouffés, et des conversations profondes sur l'avenir des voyages en Provence, des expositions communes, une vie tissée de couleurs vives. Éric peignait avec fureur, inspiré par la résilience de Benjamin, tandis que ce dernier, dans ses articles pour un magazine queer en ligne, explorait les thèmes de la trahison et du pardon, transformant sa douleur en art. Claire, de son côté, évoluait à pas de géant. Ses ateliers au centre LGBT la changeaient, elle revenait avec des histoires d'autres familles brisées et recollées, des témoignages qui humanisaient ses propres erreurs. Un jour, elle invita Benjamin à une lecture publique de son essai, dans une librairie bondée du quartier latin. Assis au premier rang, aux côtés d'Éric et d'Henri, il l'écouta déclamer « J'ai effacé une lettre, mais j'ai appris à écrire une nouvelle histoire. Celle d'un fils qui m'a sauvé de moi-même. » Les applaudissements crépitèrent, et Benjamin, les yeux humides, se leva pour l'enlacer sur scène. « Tu es ma mère, maintenant, » murmura-t-il. Le public, ému, retint son souffle. Henri, observateur silencieux, rayonnait de fierté. Sa librairie prospérait, enrichie par une section dédiée à la littérature LGBT, des éditions rares de Maurice de Forster, des romans contemporains sur l'amour fluide. Il organisait des soirées débats, où Benjamin et Éric intervenaient parfois, partageant leur vécu avec une vulnérabilité qui captivait. La famille, jadis fracturée, se recomposait en mosaïque, des bords irréguliers, mais une beauté unique. Les dîners du dimanche devinrent sacrés, Claire cuisinait des ratatouilles provençales, Éric apportait du vin d'Alsace, et les rires effaçaient peu à peu les ombres. Pourtant, le passé n'était pas mort, il murmurait dans les silences. Benjamin revivait parfois l'effacement de sa lettre dans des cauchemars, des pages blanches avalées par un vide abyssal, Claire riant en écho. Il en parlait à Éric, qui répondait par des caresses et des mots tendres, « Tu es gravé en moi, indélébile. » Leur intimité s'approfondit, explorant des territoires nouveaux, des nuits où le désir se muait en tendresse infinie, où les corps parlaient ce que les mots peinaient à exprimer. Éric, avec son humour peint sans rire, plaisantait, « Si je te trompe un jour, ce sera avec un pinceau. » Benjamin riait, mais le doute, ce vieux compagnon, s'attardait. L'été arriva, torride et langoureux, et avec lui une opportunité, une résidence artistique en Toscane pour Éric, avec invitation pour Benjamin. « Viens avec moi », supplia-t-il, les yeux brillants. « On peindra, on écrira, on s'aimera sous les cyprès. » Benjamin hésita, son travail, la famille naissante. Mais Claire, sentant son tiraillement, l'encouragea, « Va, mon fils. Vole de tes propres ailes. Je sais maintenant que l'amour ne retient pas, il libère. » Henri hocha la tête, glissant un billet d'avion dans sa main. « Et ramène-moi une bouteille de Chianti. » La Toscane fut un paradis païen, collines ondulantes, vignes lourdes de raisins, et des villages perchés comme des rêves médiévaux. Ils s'installèrent dans une ferme isolée, louée pour l'été, où les murs de pierre fraîche gardaient les secrets des amants. Éric peignait des toiles baignées de lumière dorée, capturant Benjamin nu dans les champs de lavande, son corps un hymne à la liberté. Benjamin écrivait frénétiquement, un roman inachevé sur un jeune homme effaçant ses propres traces, apprenant à les réécrire en lettres de feu. Les nuits étaient des festins sensuels, dîners aux chandelles, vins capiteux, et des étreintes qui défiaient le temps. Un soir, sous un ciel étoilé,
Éric mit un genou à terre non pour une bague, mais pour un croquis, leurs deux silhouettes enlacées, éternelles. Épouse-moi, Ben. Pas légalement, pas encore. Mais dans nos cœurs. Benjamin, ému aux larmes, accepta, et ils scellèrent le pacte d'un baiser salé par la sueur et le rire. La nouvelle les ramena à Paris gonflés d'une joie contagieuse. La famille fêta cela lors d'un barbecue improvisé dans le jardin des plantes, grillades fumantes, musique de jazz flottant dans l'air tiède, éclair levant son verre, à l'amour qui guérit les effacements. Mais le destin, ce farceur cruel, réservait un dernier coup. À l'automne, Henri fut diagnostiqué d'un cancer précoce à un ennemi silencieux, tapi dans les recoins de son corps fatigué. La nouvelle frappa comme un glas, chimiothérapie, rendez-vous interminable à l'hôpital Saint-Louis, et un Henri amaigri mais stoïque, citant Camus, dans l'épreuve, on trouve sa mesure. Benjamin s'effondra, revivant la perte de sa mère, cette marée de vide qui l'avait presque noyé. Éric devint son roc, dormant à ses côtés lors des veilles, tenant sa main quand les mots manquaient. Claire, confrontée à sa propre mortalité à travers celle d'Henri, se surpassa. Elle annula ses cours pour l'accompagner, lisant des poèmes de Verlaine à son chevet, organisant des visites de la famille élargie. « Je ne laisserai plus rien s'effacer », promit-elle à Benjamin un soir, dans le couloir aseptisé. Ni ta lettre, ni notre temps ensemble. Il la serra contre lui, le pardon enfin complet, une étreinte qu'il avait les fautes passées. Les mois de traitement furent un calvaire, nausées, fatigue, et ces silences où la peur rôdait. Benjamin et Éric, pour survivre, s'ancrèrent dans leur amour, des escapades volées au Montmartre, des dîners aux chandelles dans leur appartement, où Éric cuisinait des crêpes maladroites pour faire rire Benjamin. Leur relation, testée par le feu, en sortit purifiée, un lien où la vulnérabilité était une force, non une faiblesse. Éric exposa une série de toiles sur la maladie et l'amour, éclat de vie, où des figures abstraites inspirées d'Henri défiaient l'obscurité. Le miracle survint à Noël, rémission. Henri, chauve et rayonnant, leva un verre chez eux, à la vie, qui efface les ombres pour mieux nous éclairer. Claire pleura, Benjamin rit, et Éric, discret, serra la main de son beau-père. La famille, forgée dans la trahison et la maladie, était indestructible. Pourtant, au cœur de cette joie, Benjamin sentit une nouvelle peur, celle de la perte définitive. Il écrivit une lettre à Éric, la glissant sous son oreiller, « Si un jour je m'efface, souviens-toi, notre amour est éternel. » Éric la trouva, et cette nuit-là, ils s'aimèrent avec une urgence renouvelée, comme pour défier le temps. Paris, témoin indifférent, continuait son ballet, amour naissant et finissant, secret murmuré sous les ponts. Benjamin, transformé, marchait plus droit, son coming out non plus une lettre déchirée, mais un cri joyeux dans le vent. L'année suivante s'ouvrit sur une renaissance collective, Paris se parant de ses plus beaux atours pour un printemps précoce et insolent. Henri, remis de son épreuve, reprit les rênes de la librairie avec une vigueur nouvelle, organisant des festivals littéraires sur l'identité queer qui attiraient des foules hétéroclites, étudiants curieux, militants chevronnés, familles en quête de compréhension. Claire, désormais co-directrice officieuse, modérait les débats avec une sagesse acquise dans la douleur, sa voix résonnant comme un pont entre générations. « J'ai appris que l'effacement n'est pas une fin, mais un appel à réécrire », confiait-elle aux auditeurs, citant Benjamin comme sa muse involontaire. Benjamin et Éric, quant à eux, naviguaient les eaux d'un amour mature, ponctué de projets ambitieux. Benjamin publia son roman, Lettres oubliées, un récit semi-autobiographique qui grimpa dans les classements des librairies indépendantes. Les critiques saluèrent sa prose incisive, imprégnée d'une mélancolie française, un hymne à la résilience, où la trahison devient le terreau de la tendresse. Éric illustra l'édition limitée, ses traits fluides capturant l'essence des chapitres ou des pages déchirées se muant en ailes de papillon. Leur appartement devint un atelier vivant, toiles inachevées contre les murs, manuscrits épars sur la table, et l'odeur persistante de café fort et d'encre fraîche. Les dimanches matins, il flânait au marché d'Aligre, achetant des fromages odorants et des herbes aromatiques, main dans la main sans plus se soucier des regards obliques. Éric, avec son accent chantant du Sud, marchandait joyeusement, tandis que Benjamin, plus réservé, esquissait des portraits des vendeurs dans son carnet. « Tu me rends audacieux », murmurait Éric en l'embrassant sur la joue, au milieu de la foule. Benjamin souriait, se rappelant l'homme timoré qu'il avait été, terrifié par une lettre froissée. Désormais, il embrassait la vie avec une faim vorace, des voyages en train vers la Côte d'Azur, où il nageait nu dans des criques secrètes, des soirées dans des clubs underground du Marais, dansant jusqu'à l'aube sur des rythmes techno qui vibraient comme des cœurs affamés. Claire et Henri, inspirés par leur union,
se marièrent enfin lors d'une cérémonie intime au jardin du Luxembourg, sous les marronniers en fleurs. Benjamin fut le témoin, Éric à ses côtés, et les vœux échangés furent un baume sur les cicatrices passées. « Je promets de ne plus effacer, mais d'écrire à tes côtés, » dit Claire à Henri, les yeux brillants. Benjamin, ému, serra la main d'Éric, « C'est nous, dans 10 ans. » La réception, arrosée de champagne et de musique live, un quatuor à cordes jouant des airs de Debussy, c'est là leur famille élargie. Même les parents d'Éric, adoucis par le temps et les lettres persuasives de Claire, envoyèrent un télégramme bienveillant, « Félicitations. L'amour triomphe. » Mais la vie, fidèle à sa nature imprévisible, testa une dernière fois leur édifice. Lors d'une signature de livre à la librairie d'Henri, un journaliste sensationnaliste déterra l'histoire de la lettre effacée, un ragot amplifié par les réseaux sociaux, où les trolls anonymes se délectaient du drame familial. La belle-mère homophobe, scandale dans une famille parisienne, titrait les articles, déformant les faits en un soap-opéra sordide. Benjamin, assiégé par les flashs et les questions intrusives, se sentit nu, vulnérable comme au jour de sa coming out. Éric le protégea farouchement, postant une déclaration d'amour sur Instagram, une photo de deux, enlacés sous la pluie, avec la légende « Notre histoire n'est pas un titre, c'est une vie ». Claire, au cœur de la tempête, prit la parole lors d'une conférence de presse improvisée. « Oui, j'ai eu peur. Oui, j'ai effacé une lettre. Mais j'ai appris, et mon fils Benjamin m'a pardonné. Laissez-nous en paix. » Sa voix, ferme et émue, désarma les médias, l'histoire vira au récit de rédemption, inspirant des témoignages en cascade. Henri, stoïque, ferma la librairie une journée pour un atelier privé, comment transformer la trahison en témoignage. Benjamin y parla, la gorge serrée, mais libéré, la douleur m'a forgé. Et l'amour m'a guéri. L'incident, loin de les briser, les unit plus. Éric et Benjamin lancèrent un podcast sur les coming-out familiaux, invitant Claire comme première guest. L'épisode, intitulé Lettres retrouvées, fut un succès viral, des voix anonymes partageant leur silence brisé, des rires mêlés de larmes. Claire, rayonnante, conclut, appeler quelqu'un un fils n'est pas un mot, c'est un engagement. J'ai failli, mais j'ai tenu. L'été suivant, ils partirent tous en vacances en Bretagne, une maison en pierre face à l'océan Atlantique, battue par les vents salés. Henri pêchait au crépuscule, Claire lisait des romans policiers sur la terrasse, tandis que Benjamin et Éric exploraient les falaises, leurs cris se perdant dans le rugissement des vagues. Une nuit, autour d'un feu de camp, ils partagèrent des histoires, les peurs d'Henri, les regrets de Claire, les doutes d'Éric, la renaissance de Benjamin. « On est une famille imparfaite, » dit Henri, toastant avec une bière fraîche. « Mais entière. » Benjamin, regardant les flammes danser, sentit une paix profonde s'installer. La lettre effacée n'était plus une blessure ouverte, mais une étoile dans sa constellation personnelle, un rappel que l'amour, vrai, surmonte les ombres. Éric, sentant son émotion, glissa une bague simple à son annulaire, pour de vrai, cette fois. Pas de genoux à terre, juste un regard complice, et un baiser salé par la mer. Paris les rappela pour l'automne, avec ses feuilles rousses et ses amours éternels. Benjamin, désormais conférencier invité à la Sorbonne, enseignait l'écriture thérapeutique, écrivez ce qui vous efface, pour mieux vous révéler. Éric ouvrait son atelier, formant de jeunes artistes à peindre l'identité fluide. Claire et Henri, inséparables, planifiaient un voyage en Italie, pour réécrire nos chapitres, plaisantait-il. Et ainsi, dans la ville des Lumières, où les secrets se murmurent sous les ponts et les amours s'épanouissent dans les parcs, Benjamin trouva son happy end non pas sans nuages, mais avec une humanité profonde. La trahison de Claire, l'amour d'Éric, la force d'Henri, tout convergeait vers une vérité simple, gravée dans son cœur comme une lettre indélébile. L'amour n'efface pas, il illumine.